Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, on en verra 8. Alors cette fois-ci, on va se concentrer sur des cryptos à forte capitalisation. J'essaye d'alterner différents thèmes, on va dire, dans chaque vidéo. Ici, on va reprendre des cryptos quand même assez connus en général. Ça fait pas de mal de revoir un peu les fondamentaux. Peut-être que certains ne les connaissent pas plus que ça. Alors le but, c'est pas de rentrer dans l'analyse fondamentale, c'est surtout de faire une partie analyse technique, mais je peux rappeler les fondamentaux de certains projets. Maintenant, pour le prochain épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse. En général, je prends des cryptos que vous m'avez partagés et je fais un épisode autour de ça où j'en analyse 8 tout simplement. Donc on verra RNDR, GRT, Auray, Pit Network, DYDX, ETC, AV et SEI. Donc alors avant d'analyser ces cryptos, je remets toujours en place le contexte. Alors le contexte c'est quoi? Tout simplement c'est BTC, Total 3 et la Bitcoin dominance, parce qu'il y a des phases où c'est plus intéressant de se positionner sur le Bitcoin, il y a des phases où c'est plus intéressant de se positionner sur les altcoins. Pareil, un Bitcoin qui est dans une tendance baissière, on va se méfier parce qu'en général les altcoins ne performent pas, ils prennent plus cher que le Bitcoin, et inversement quand il est dans une tendance haussière, voilà, va falloir tout simplement faire un choix sur est-ce que c'est mieux d'investir sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Alors ça fait un moment que je le dis, c'est vrai, mais pour moi, on est toujours dans une très bonne opportunité, dans une très bonne zone pour se positionner sur les altcoins. Déjà, premièrement, BTC. On est dans une dynamique haussière, on n'est pas dans un bear market, on fait ici des sommets de plus en plus bas, ok. On est clairement dans une dynamique haussière, et techniquement, alors, quand on a un BTC qui pump beaucoup, les altcoins suivent, mais ils ne performent pas, ils ne surperforment pas le BTC. La meilleure phase où on a des altcoins qui sortent un peu qui se décorrèlent au BTC, c'est quand on a des phases de range où le marché ne fait pas grand chose, ou tout simplement, le marché BTC ne fait pas grand chose, et c'est là cette phase où les altcoins en général en profitent. Là pour le moment ce n'est pas le cas, puisqu'on a un BTC qui pump plutôt bien. Maintenant on voit que sur la Bitcoin dominance, on est dans une phase de range. Rien n'empêche d'avoir une prochaine impulsion à la hausse. Moi honnêtement j'ai du mal à voir un BTC s'installer au-dessus des 60%, ok, au niveau des 0,118, pour moi c'est la dernière target, c'est-à-dire si on a une dernière poussée sur la Bitcoin dominance, ce sera ici qu'on installera un top. Moi ça fait un moment que je me positionne sur les altcoins, pour moi on est toujours dans une bonne fenêtre, d'accord, on est clairement dans une fin de tendance haussière. Alors on sait pas à l'avance quand la tendance va se finir, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est ici dans une tendance qui est mature, hein, ça fait déjà plus d'un an qu'on est dans cette tendance haussière. Pour le moment on est dans un range, on a des premiers signaux de faiblesse, hein. Si je mets le momentum, on voit qu'au niveau de la Bitcoin dominance ça se calme. Maintenant, pas de vrais signaux de retournement, ça serait bien de break ce creux-là pour former ici une structure de retournement de marché. Maintenant, c'est dans ces meilleures périodes que pour moi il y a des opportunités sur les altcoins. C'est pas qu'on est sur un support quand même si ce support-là je le voyais quand même cassé, mais même si on voit un support cassé, et ben c'est pas pour ça qu'on short ce support-là. Ici, c'était plutôt une zone propice à BTC regagne de la valeur, en tout cas sur d'un point de vue market cap au sein de la capitalisation de l'ensemble du marché crypto. Maintenant, ici pour moi un BTC au-dessus des 60%, ça me paraît difficile. On n'est plus comme avant où le BTC, il y avait que lui, le reste c'était des shitcoins, des copies de BTC qui n'apportaient rien. Maintenant, si on veut un écosystème crypto qui se développe, et ben ça passe par des altcoins qui dominent également le marché crypto. Alors ça veut pas dire qu'ils dominent complètement le BTC, mais ça veut dire que voilà, on a une capitalisation du BTC qui sur le long terme tendra, alors pas spécialement vers 0, mais ne tendra pas vers 80-90%. On a Total 3 qui est clairement très intéressant, ça fait un moment que je vous en parle ici. On était dans cette phase d'accumulation, on en est sorti par le haut, et c'est un peu similaire à ce qu'on a fait ici en 2019-2020 avec le break en 2021. Ici on a une cassure du sommet. Alors, on aimerait bien avoir une clôture weekly au-dessus de ce sommet là pour avoir une confirmation comme quoi on valide des creux des sommets de plus en plus haut. Puis après si on part sur un retracement, on aura les 0,390 ici, la zone de rechargement, et si on fait un nouvel ATH, on aurait cette target entre les 118, 100% d'extension. Donc pour moi, on est actuellement dans la meilleure période pour s'intéresser aux altcoins. Il y a des altcoins qui ont déjà pété, il y a des altcoins qui sont toujours dans des phases de bottom. Le but, c'est pas de FOMO, d'aller chercher des altcoins qui sont en train de faire des ATH. Le plus important, c'est de se positionner sur des altcoins qui sont en train de former des bottoms. Alors, bon, RNDR, c'est un peu trop tard selon moi d'un point de vue investissement. Après, il y a toujours moyen d'essayer de se positionner, qu'on fait des baisses, hein. Dites-vous, dans un marché haussier, il y aura des phases de baisse. Quand on a un bull market, c'est pas possible. Un prix qui fait juste ça, au contraire, c'est pas sain d'avoir une tendance qui, c'est pas une tendance, ça c'est un gros pump, hein. Une tendance haussière, c'est des phases de creux et sommets de plus en plus haut. Ça, c'est une tendance saine, ça c'est pas une tendance saine, parce que quand on a un pump aussi fort, il y a de grandes chances qu'on a un dump de l'autre côté aussi fort. C'est comme un élastique, quand plus il est tendu, au moment où il repart dans l'autre sens, et ben il va limite plus vite que lorsqu'on l'a tendu.
Donc voilà, ici ça c'est une tendance saine, c'est bien. Maintenant dans une dynamique haussière, les moins 20, moins 30%, ça peut être des opportunités pour se positionner. Ici on a quoi? On a un moins 50%, ici on a un moins 30%. Voilà, on est en bull market, il y a peu de chances que ça peut arriver, on sait jamais s'il y a un gros crash ou autre, mais il y a peu de chances que sur un BTC, on ait un moins 60, moins 70%. Alors ça peut arriver dans son cycle haussier, BTC, hop, il avait fait un moins 50%, c'était ici. Mais voilà, dans un bull market, il va y en avoir qu'un seul, peut-être un seul moins 50%. Ne vous attendez pas qu'on a un gros cycle haussier, un BTC qui va nous faire du moins 80%. Ça, c'est des performances de meilleur market. Donc sur les altcoins, il faut s'adapter en fonction de ça, et il y a peu de chances sur des altcoins qu'on voit pareil, un moins 80, moins 90%. C'est-à-dire que là, pour revenir chercher le point le plus bas, voilà, est-ce qu'un RNDR qui revient chercher $5, tout est possible. Maintenant, est-ce que on a de fortes probabilités? Absolument pas. Donc les dips de moins 30, moins 40%, ça peut être clairement des opportunités. RNDR, pour ceux qui savent pas, ça fait partie du narratif d'Epin. Ça va être une blockchain qui va permettre aux propriétaires de cartes graphiques, hein, donc ça veut dire une grosse majorité de personnes qui possèdent un ordinateur portable, d'en fait monétiser leurs ressources de cette carte graphique qui est inutilisée, en louant tout simplement à des personnes qui recherchent de la puissance de calcul. Donc admettons, alors je suis pas informaticien, mais admettons sur votre carte graphique vous utilisez que 30%, alors ça va dépendre de votre utilisation en fonction de si vous jouez à un jeu vidéo, en fonction, voilà, on n'a pas la même utilisation de cette carte graphique en fonction de ce qu'on fait sur notre ordinateur, mais c'est très rare qu'on utilise 100% notre carte graphique. Et ben le but c'est de dire, ok, parmi cette barre de progression, je vais allouer 20-30%, où je vais tout simplement prêter, louer ma puissance de calcul, d'accord, je monétise tout simplement une ressource de manière sécurisée, décentralisée sur la blockchain, et il y a quelqu'un en face qui va pouvoir utiliser cette ressource. Voilà globalement ce que permet Render. C'est un projet qui, oui, est intéressant. S'il y a un narratif d'Epin, et c'est vrai que le narratif d'Epin, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, si on en a un, ça sera une crypto qui sera fortement touchée. Maintenant, voilà, d'un point de vue investissement, c'est compliqué de se positionner, hein. Moi, vous savez que je me positionne souvent dans la zone de rechargement long terme, donc ça, c'est la zone idéale. Maintenant, quand on a un bull run comme ça, on n'a pas spécialement un bull run ou tout pump, mais on est clairement dans une tendance de fond haussière, c'est compliqué d'aller chercher des targets aussi basses. Donc pour moi ici sur ce projet, je dirais le train est malheureusement parti. Il y a d'autres projets intéressants qui sont en train de bottom, mais à moins d'avoir un retour, allez, même si on a un retour 0,5 de retracement qui doit être à peu près ici, sur ce précédent sommet vers les 2-3$, ça peut être une très bonne entrée. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière avec des creux, des sommets de plus en plus hauts. Les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. Pour moi ici, il y a aucun signal de retournement. Or ça, pour de l'intraday, pour du swing, pour la continuation de tendance sur du moyen terme, oui, c'est intéressant, il y a des opportunités. Maintenant, le but de ce genre de vidéo, c'est surtout se concentrer d'un point de vue investissement. Et pour moi, investir sur un projet qui, du point le plus bas au point le plus haut, a fait un x13, x14, c'est compliqué de se positionner. Donc à moins d'avoir un bon retracement, on ne sait pas demain comment le marché peut évoluer. Si on revient chercher les 0,6, 0,5 de retracement, ça peut être une bonne zone. Ici on était revenu chercher les 0,382. 0,382 c'est une très bonne zone de localisation pour jouer un rebond dans une dynamique haussière, d'accord, mais c'est pas spécialement une bonne zone pour chercher à faire de l'investissement long terme. Voilà pour RNDR. GRT, The Graph, c'est pas un projet qui m'intéresse, j'ai jamais vraiment été dans les détails de ce projet-là, mais si je dis pas de bêtises, ça permet d'indexer des données, tout simplement. C'est une sorte de Google pour la crypto. C'est une sorte de Google pour la crypto. On a tout simplement une page, on peut indexer des données. Je me suis jamais plus renseigné que ça sur le projet. Par contre, si ça veut bien s'ouvrir, je sais que la token mix de GRT est vraiment pas terrible. Je sais pas si elle est affichée ici, sinon on ira ailleurs. Ouais, 23% pour la team. Ouais, franchement, la token mix sur GRT et la distribution des jetons, comment elle a été faite, elle est vraiment dégueulasse. Bon, leur site. Je voulais juste faire Explore Data. Je crois que c'était ici qu'on pouvait voir. Voilà, c'est une sorte de Google. On a plusieurs pages, on peut indexer des données. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien cette crypto. Je suis jamais rentré plus dans les détails sur qui sont les fondateurs, qu'est-ce que vraiment permet cette crypto, vraiment de fiable sur le long terme, quel problème résout cette crypto. Ça c'est une question que vous devez vous poser quand vous analysez une crypto. C'est ok, cette crypto-là, ce projet-là, quels services ils apportent, quelles solutions ils essayent de mettre en place pour résoudre un problème. Dans l'écosystème crypto, il y a des tas de problèmes. Il y a énormément de problèmes. On l'a vu, les layer 2 qui se build autour de Ether, c'est pour résoudre la scalabilité. Il va y avoir plein de projets qui
qui se crée pour résoudre un problème. Et la question à se poser, c'est est-ce que déjà c'est vraiment un problème et est-ce que il y a vraiment besoin de le résoudre? Il y en a qui peuvent se créer qui vont créer carrément un problème qui n'existe pas. Et il y en a aussi qui vont se créer dans le but de, ça va être une copie d'un autre projet, mais en fait ce projet-là, ce problème-là, il est déjà résolu par une autre blockchain. Ça n'empêche que certains projets peuvent copier et faire mieux, mais il y en a juste qui copient, qui font moins bien, donc là il y a pas trop d'utilité. Maintenant, c'est vrai que c'est une crypto qui est souvent aimée par la communauté. J'en entends beaucoup parler, en tout cas quand on me demande de faire une analyse, on me parle souvent de GRT, on me demande souvent GRT, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est le genre de DM que je reçois. Je sais pas pourquoi GRT, pourquoi elle attire spécialement. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue technique, on peut être ici dans une phase d'accumulation. Alors pour le moment, on n'en est pas sorti, on est dans une grosse phase de range. On voit qu'on essaye d'attaquer notre zone de résistance. Alors faut pas se faire rejeter, parce que ici, si on se fait rejeter et on valide cette structure de top de marché, il y a de grandes chances de revenir chercher les 50% de retracement, voire le bad range, comme on a fait ici. Structure de top de marché, hop, jusqu'à revenir chercher notre bad range et faire une structure de retournement. Donc on s'attaque à un gros niveau de résistance. Par contre, si on casse ce niveau-là, qu'on a vraiment une clôture au-dessus des 22, 23, 24, 25 centimes de dollars, globalement, 25 centimes de dollars, on aura un bon breakout avec une bonne bougie, voilà, pas ce genre de bougie. Ce genre de bougie, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire tout simplement qu'on a une impulsion à la hausse, qu'on a eu des vendeurs qui sont manifestés, qui sont réveillés, et on a ravalé plus de 50% de la bougie, voire même 75% de la bougie. On a une grosse mèche, ça nous montre comme quoi on a des vendeurs qui défendent. Ok, ça pareil, c'est le genre de bougie qui est pas intéressante parce qu'on a une tentative de break, on a une prise de liquidité et carrément on clôture dans le rouge. Pareil, on a des vendeurs qui se manifestent. Donc pour le moment, on voit qu'au-dessus des 18 centimes de dollars, il y a des vendeurs qui sont présents. Ce qu'on veut, c'est une bonne bougie, voilà, comme ici, comme ce qu'on a là, d'accord, une bonne bougie où on a des acheteurs qui ont pleinement le contrôle avec une clôture au-dessus des 25 centimes de dollars. Si on fait ça, on aura une magnifique pattern de retournement et il y aura de grandes chances ici d'être sur un bottom définitif et entamer une phase de correction. Et on peut mettre des Fibonacci pour voir les niveaux qui peuvent être intéressants. Alors, dites-vous, toutes les cryptos ne vont pas faire un nouvel ATH lors du prochain cycle. Donc clairement, voilà, pour moi j'ai des convictions quand même des projets comme BTC, Ether, Chainlink, c'est le genre de crypto qui refont des nouvelles ATH parce que le fondamental est très intéressant et il y aura des investisseurs là-dessus, il y aura des acheteurs là-dessus. Maintenant, tous les projets ne vont pas faire de nouvelles ATH. Il faut savoir prendre des profits parce qu'il y a des cryptos qui ont pris tellement cher que retourner à l'ATH, ça demande une performance hallucinante. Ici, on a fait un moins 98%, c'est énorme comme chute. En général, à partir de moins 95%, je commence à me dire ok, c'est un projet, il y a peu de chances qu'il refasse un nouvel ATH. Alors il y a toujours des exceptions des exceptions, mais voilà, ici, clairement, je ne miserai pas spécialement sur un nouvel ATH pour GRT, des targets tout à fait réalistes si on a un cycle haussier. Bon, déjà, les 50 centimes de dollars, c'est une target tout à fait réaliste. Attention, on est quand même sur une bonne zone de résistance. Et bon, une target qu'on pourra aller chercher, ça sera les 0,382 avec une bonne confluence ici de notre pattern de distribution. Par contre, si on gagne ce niveau-là et qu'on arrive à flip cette zone de résistance en support, il y aura quand même de grandes probabilités d'aller faire un nouvel ATH parce qu'après, il n'y a pas grand-chose qui... on a notre zone de rechargement de short, mais on n'a pas une grosse confluence avec un gros niveau de résistance. Donc ouais, pour moi la plus grosse target ici c'est les 1,15 centimes de dollars, ce qui ferait déjà à partir de maintenant un x5 x6 et du point le plus bas qui nous ferait un x20 tout simplement. Donc voilà, c'est un retracement, c'est même une bonne tendance dans un cycle aussi. Maintenant faire un nouvel ATH, j'ai du mal à croire pour ce genre de projet. Après pareil, je ne me suis pas assez renseigné clairement sur le projet. Orechain, alors je ne connais pas ce projet là. Je l'ai pris, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire une analyse dessus. Orechain. Ok, donc c'est dans le domaine des oracles. Ok, donc c'est une blockchain qui va utiliser l'intelligence artificielle. Ok, donc il y a un lien entre l'intelligence artificielle et les oracles. Ok, c'est un projet qui peut m'intéresser à analyser. En fait, ce qui est intéressant avec les oracles, on le verra après avec Pit Network, c'est, je sais pas si je peux l'avoir là, il y a très peu de concurrents. Il y a très peu de concurrents et je m'en rappelle pour ceux qui ont suivi le programme Crypto Investor. Lorsque j'analysais des cryptos, on avait analysé TRB ensemble, pour ceux qui ont suivi le programme, je vous disais comme quoi tout ce qui tourne autour des oracles, il y a très peu de concurrence. On a Chainlink, où moi je suis fortement investi parce que c'est un projet intéressant, qui ont clairement le monopole du marché, on le voit au niveau du market cap, mais ensuite il n'y a pas grand chose. Il nous montre du coup qu'un concurrent qui arrive peut clairement s'imposer, faire une bonne performance. Alors le but des oracles, c'est vraiment indispensable à l'écosystème crypto. Le but des oracles, c'est de récupérer les données du monde réel
réel. Ça va être par exemple le prix d'une matière première, le prix d'un actif, ça peut être également le résultat d'un match de foot, le résultat d'un match de sport, ça peut être suite à une décision politique, un vote, ça peut être des données météorologiques, toutes les données qu'on peut avoir, ça peut être une date précise, une heure, des informations, bref, n'importe quelle chose. Et le but, c'est de les retranscrire sur la blockchain, puisque les smart contracts, eux, n'ont pas accès à ces informations. Et voilà, pour différents types d'utilisation de smart contracts, on a besoin de récupérer ces informations. Et c'est le but des oracles, et il y a très peu de concurrence. Ok. Mais voilà, donc Orachain, du coup, si je comprends bien, on fait le lien entre l'intelligence artificielle et les oracles. On a 60% d'offres en circulation, on a une offre max, c'est 19 millions, ça c'est assez intéressant d'avoir une offre max, ça nous montre tout simplement comme quoi, quand on atteindra cette offre max, à voir comment elle est distribuée. On va aller sur Token Unlock. Alors, vu que c'est un projet qui n'est pas spécialement dans le top market cap, je ne sais pas si je vais l'avoir ici. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Peut-être en avoir plus au niveau du white paper. C'est une partie de Tokenomics. Ok. Alors, total supply. Donc là, j'ai un total supply à 1 milliard. Ouais, 1 milliard. Et là, j'ai un total... Alors, c'est Orex. C'est pas la même chose. Ok, il y a un autre token. Orachain, Orex. Alors, je connais absolument pas le projet. Oh, ok, c'est pour ça. Je me disais, ça me paraissait bizarre. Est-ce que je peux avoir des informations sur le token principal? Ah, token économique, je l'ai raté. Alors. Total supply, très bien. Max supply. Ok, il y a la fondation compris 6 millions. Ça fait quand même une bonne partie. Hein. Ah, la fondation, ils ont pris 6 millions de tokens, sachant qu'on a une supply max à, j'ai dit 19 millions. Ah, ils ont pris... ils ont pris quand même... ils sont bien mis, ils ont pris 30% de la supply. Ça fait beaucoup. Ce qui montre quand même qu'on a une bonne partie de la supply qui est entre les mains de la fondation. Alors ça, c'est vraiment important. Il y a des burns de tokens, ok, ça c'est intéressant. Ok, donc on a quand même une distribution de jetons. Ouais, ils ont quand même pris 30%, c'est bien ce que je disais. Alors, ils ont pris 30% et on n'a pas... Ok, il y a une grosse partie qui était déjà unlock. Ok. Il y a toujours de l'unlock jusqu'à... Je peux pas zoomer l'image, parfait. Jusqu'à à peu près mars 2025, on a de l'unlock. Alors ça reste assez léger, ok. On a eu beaucoup d'unlock au début. Et quand le début, j'étais où? Août 2023. Il n'y avait pas d'unlock avant. Ok, il devait y avoir surtout une phase d'unlock, mais ils l'ont pas montré. Ok, donc bon, c'est moins pire que ce que je pensais, parce qu'en fait le problème c'est quand vous laissez 30% de la supply à la fondation, ok, c'est des personnes qui peuvent dump leur token sur la gueule de nous, hein, des retails, des investisseurs, parce qu'ils sont largement en bénéfice. Donc bon, c'est pas terrible hein, d'avoir la fondation qui a tout simplement 30% du supply. Maintenant on a encore de l'émission de jetons, hein, des jetons qui sont débloqués, on le voit. Et ouais, on atteindra un maximum 40% et après ça sera stable. Donc jusqu'à mars 2025. La tokenomics, ça reste quelque chose d'assez important de vous renseigner sur comment la tokenomics, c'est pas juste regarder le market cap, de regarder juste l'offre max et de vous dire ok c'est bon, on a une offre max, on a 64% du supply. La question c'est sur les 35% restants à distribuer, ça fait partie à qui? Et on voit qu'il y a une partie qui reste aux fondateurs. Donc dites-vous que il y a des personnes, d'accord, qui sont alors quand ils disent fondation, ça va avec l'équipe, bref, les personnes qui ont développé le projet. C'est des gens qui ont pu bénéficier à un prix extrêmement faible, ok. Et du coup, automatiquement, si on leur propose de sortir à x50, x100, il y a des chances qu'ils prennent des profits et ça peut clairement faire pression baissière sur le token. Donc bon, moi, franchement, ce que j'en pense avec les données que j'ai, ça demanderait d'aller beaucoup plus en détail au niveau de l'analyse tokenomics. Mais là, de ce que j'ai vu, il nous reste 35% de circulating supply à libérer. On a quand même
on va dire, une émission qui est assez maîtrisée, on n'a pas une forte émission, voilà, il reste 35% qui va se faire sur 3 ans, ça va, c'est pas non plus, on n'a pas de gros déblocages, puis ça reste un déblocage linéaire, on n'a pas des gros paliers, donc ok, on a quand même de l'émission à prendre en compte, mais voilà, c'est surtout la fondation qui va récupérer 5% en plus de ce que je vois, qui peut dump les tokens sur les investisseurs. Donc au niveau de la distribution de base, comment elle a été faite, c'est pas incroyable. Ok, on va pas se le cacher, c'est pas incroyable. Maintenant, vu qu'il y a déjà quand même 60% d'offres en circulation, ça va. Il y a clairement, ça aurait pu être pire. Si là on avait 10-15%, je vous aurais dit bon, c'est pas terrible. Oula, attendez. Peut-être retirer ce que j'ai dit là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Alors là, le fait qu'on fasse. Alors, le market cap, ça c'est le calcul du market cap, donc capitalisation boursière, c'est le prix fois le nombre de tokens en circulation. Si on a ici une capitalisation boursière qui fait un nouveau sommet, un ATH, ok, et qu'on n'a pas un prix qui fait un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'il y a eu des tokens qui ont été émis. Mais de ce qui montre ici, j'ai plus mon image, de ce qui montre ici, on a quand même une distribution de jetons qui est linéaire, qui est maîtrisée, d'accord? On n'a pas une distribution qui est dégueulasse. Maintenant, quand je vois ici ce qu'on a, c'est clairement moche, ça fait peur. Est-ce que c'est un bug de... On va aller voir ça tout de suite sur Messari. Chart, supply. Hop. Ah oui. Attendez. Ah oui. Ok. Ok, donc ce qui cache... Ok, c'est là où il faut vraiment se renseigner en détail, c'est un truc de ouf quand même. Donc là, on a le circulating supply qui commence en août 2023, et qu'est-ce qui s'est passé ici juste avant août 2023? On a eu un gros déblocage de jetons, puisqu'on est passé ici, sur un an, de 6 millions à 15 millions. On a eu un sacré déblocage. Ici, ça allait encore. On avait un déblocage, en général, au début des projets, il y a de forts déblocages, donc ça me choque pas. Par contre, là, on a eu un gros déblocage. Et c'est assez drôle qu'ils montrent cette image comme ça, pour éviter ici le fort déblocage. Alors là, ce qu'il aurait fallu se renseigner, c'est le fort déblocage qui a été en août, ici. C'est sûrement le déblocage de la fondation. Enfin, à voir si c'est le déblocage de la fondation. Mais si c'est le cas, c'est pas spécialement encourageant. C'était qu'en août. C'était ici. Ouais. Donc juillet, août, il y a eu un fort déblocage. Donc ici, il y a dû y avoir de la vente. Ok, bon, on peut dire que ce gros déblocage est passé. Maintenant, on a une progression qui est linéaire, mais le fait qu'ils mettent ce schéma-là sans montrer ce qui s'est passé avant, on dirait ils veulent cacher quelque chose, quoi. Ils veulent cacher. Genre, on n'a pas ici on n'a pas quelque chose de clean sur 2021, 2022. Donc, ouais, en tout cas, il y a eu un fort déblocage. Et vous voyez, c'est important de voir ce qu'ils nous montrent. Ok, ça c'est c'est public, c'est sur leur site, etc. Mais de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, ça me fait peur. Hein. Quand on a comme ça un projet qui débloque autant de jetons, on passe de 6 millions à 13 millions, 14 millions, donc on double. C'est énorme. Je mets en pourcentage sur un an, ça reste énorme, ok. Moi, ça montre que on a une forte émission. Je sais pas la raison, je sais pas si c'était prévu de base, mais ça fait peur. Donc d'un point de vue tokenomics, je suis pas fan de ce que je vois ici. Après, ça demande de creuser d'un point de vue fondamental. Donc bon, on a fait une grosse partie sur la tokenomics. Je découvre comme vous. Alors, pas la tokenomics, mais je découvre comme vous ce que donne ce projet-là. J'en ai aucune idée, mais vous voyez que faire une analyse fondamentale, c'est bien. Regardez la tokenomics, c'est très intéressant. Et un projet qui a un bon fondament mais qui a une tokenomics dégueulasse, par exemple, alors, fondamentalement, c'est pas incroyable non plus, mais je pense par exemple à SLP. Ok, j'aime bien prendre cet exemple en comparaison parce que c'est le cas extrême. Hop, on revient sur la technique après. SLP, voilà, c'est ça comme chart. Moins 99%. Regardez la chart. Ah, je l'ai pas. Ils veulent pas me la montrer. Elle est là. Je vais vous montrer ce que c'est quand on a une inflation et une émission de jetons qui est pas maîtrisée. Ils veulent pas me montrer ils veulent pas me montrer la charte. Hop. Bon, ils ont pas, on va le voir ici. Vous allez voir. SLP. Regardez quand il y a trop d'émissions de jetons ce que ça donne. Ça c'est le prix. Ça c'est le market cap. Vous voyez? Je vais me mettre en log. Le prix. Le market cap.
Ici, on passe de 19 millions de market cap à 165 millions. Ok, donc on fait un x10. Et là, sur le prix, on fait rien. C'était quand? Je vais être précis. 21 juin 2022. Voilà, c'est ici. Vous voyez, ici sur le prix, on fait un x2, x3. Sur le market cap, on fait un x10. En fait, il y a une grosse émission de jetons qui a été énorme sur SLP, et ça a bouffé le projet. Ça a bouffé le projet. On revient sur Auray. Donc, moi, d'un point de vue fonda, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, de faire une analyse complète, parce que ça me demanderait 1 heure, 2 heures facile, de voir ce que permet ce projet-là et si vraiment il est utile. Par contre, d'un point de vue tokenomics, vous avez vu, on a pris 5-10 minutes et on s'aperçoit de certaines choses. Alors, si je regarde maintenant, si je prends en compte le présent et je me base pas en compte sur le futur, la token mix, ça va. Il nous reste 35% et on a quand même une émission qui est libérée. Donc je pense qu'on a passé le plus dur. Par contre, j'aime pas ce fort déblocage qu'on a eu. Ça me donne pas confiance sur le projet. Après voilà, c'est purement subjectif, je suis curieux d'avoir votre avis, peut-être vous êtes au courant de quelque chose que je ne suis pas au courant, moi de mon côté. Maintenant d'un point de vue technique, ok, de base c'est plutôt une vidéo technique, mais bon, ça me fait toujours plaisir de partager un peu autre chose, puisque pour beaucoup de personnes, je pense que la token mix, ça reste un mystère, alors c'est très intéressant. Alors d'un point de vue technique, déjà j'aime pas ce genre de rebond V-bottom, que c'est compliqué de se positionner, je préfère qu'on ait une petite structure, ici, ou ici, d'accord? Là, on est clairement sur des rebonds V-bottom. C'est compliqué de se positionner quand on a une tendance baissière et on fait boom, parce que globalement, on achète quand? On n'achète pas, c'est parce que c'est compliqué. Maintenant, on est globalement bloqué dans un range. C'est pas la charte la plus incroyable, parce que comme je dis, c'est compliqué de se positionner là-dessus. On a une forte amplitude de range entre le point le plus bas et le point le plus haut. Maintenant, on est sur résistance. Donc, à moins qu'on flippe cette zone de résistance en support, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se positionner. Maintenant, moi, j'ai toujours du mal sur ce genre de chart à me positionner parce que moi, les charts parfaites, c'est les charts un peu à la Chainlink. Voilà. Link, c'est un peu le genre de chart parfaite, où soit on détermine un range avec une faible amplitude, là on voit entre le point le plus bas et le point le plus haut, on n'a pas une amplitude élevée, on est sur 50%, ça reste assez faible, ou globalement on cherche à se positionner sur le bas de range, et si on se positionne pas sur le bas de range et on attend le breakout, et on attend tout simplement la pattern de retournement qui se fait ici. Là c'est intéressant. Si on attend ça sur Auray, ça nous donne une pattern de retournement qui se ferait ici, qui peut se faire, qui peut se prendre, mais voilà, il y a quand même une plus grosse amplitude, ce qui reste beaucoup plus compliqué pour entrer en position. Maintenant, si on revient zone de rechargement, entre 0,118 et 0,786, bonne confluence avec cette zone d'imbalance, et qu'on propose quelque chose comme ça, go, là il y a une bonne opportunité d'un point de vue technique. Voilà pour Auray. Pit Network, pareil, on est dans les oracles. La différence c'est que Pit Network, ils vont plutôt se concentrer sur les données financières. Donc voilà, les ETF, les forex pairs, les commodities, etc. Donc c'est un projet où on entend beaucoup parler, je vois beaucoup de podcasts, je vois beaucoup de vidéos, ça en parle beaucoup sur Twitter. C'est un projet qui était il y a une bonne hype sur Pit Network. Maintenant ça se comprend, comme je dis, dans les oracles, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Franchement, c'est un secteur, il y a pas énormément de concurrence, même s'il y a Chainlink qui a le monopole. Vous voyez, un Pit Network qui sont arrivés il y a pas longtemps, ils sont deuxième. Okay, c'est pas dans tous les écosystèmes où vous arrivez comme ça et vous êtes deuxième. Il va pas y en avoir, c'est pas partout, d'accord? Parce que sur les oracles, c'est primordial, mais pourtant ça a l'air d'être jeune. Alors pourtant c'est indispensable à l'écosystème crypto. Maintenant, Pit, d'un point de vue technique, on n'a pas assez d'historique pour faire une analyse weekly. Donc ça, moi je peux pas analyser ce genre de chart, c'est pas possible. Maintenant, d'un point de vue en daily, qu'est-ce qu'on peut observer? On est sur un nouveau sommet, donc compliqué de se positionner là-dessus. On a une bonne tendance haussière, si je mets les moyennes mobiles, ils sont clairement orientés à la hausse. Maintenant, d'un point de vue investissement, on cherche à se positionner sur des bonnes zones de localisation. Et là, quand je regarde comme ça, la zone idéale, elle est ici. Hop, alors je sais pas si on va y aller, ça nous fera une baisse de moins 40, moins 35%. C'est une baisse réaliste si on a un marché qui corrige. Maintenant voilà, ça dépend de votre vision. Ok, quelqu'un qui se dit moi Pit, je m'en fous de l'analyse technique, je crois au fondamental, je peux en acheter ici parce que pour moi c'est un prix qui. On a combien de market cap sur Pit? Hop, je vais fermer ça et ça et ça. On a 10 fois moins de market cap sur Chainlink. Alors je dis pas que Pit va concurrencer Chainlink et va passer au-dessus d'un point de vue capitalisation de marché. Mais même déjà, si on a un bull market, alors déjà, la performance de Pit
peut suivre celle de Chainlink, puis même si on gratte un peu et au lieu d'avoir un x10 d'écart, on va chercher un x5, bah on peut gratter, oui, donc c'est ça, voilà, quelqu'un peut se dire, moi la technique, le projet est jaune, pour moi il a c'est une bonne opportunité d'un point de vue fonda, ok, j'ai pas fait une analyse complète sur Pit, d'accord, je sais de quoi ça parle, mais sans rentrer dans les détails. Maintenant, voilà, on peut ne pas prendre en compte la technique et se dire, moi, c'est d'un point de vue fondamental que j'analyse, et j'ai des targets sur le long terme, je m'en fous du prix à l'instant T. Maintenant, moi, je préfère quand même toujours checker d'un point de vue technique, pour au moins me positionner sur des niveaux intéressants. Et là, la zone idéale, c'est aux alentours des 40 centimes, c'est une bonne zone de localisation. DYDX, qui est un projet build avec le Cosmos SDK, et au sein de l'écosystème Cosmos. Honnêtement, là, c'est une des charts qui est encourageante. Il y avait eu beaucoup de craintes sur DYDX quand on avait de l'unlock de token. Je sais plus c'était où l'unlock de token de DYDX. On va aller voir ça. Je sais plus c'était quand. Peut-être par là ou peut-être par là. C'est pas un projet que je suis, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce projet-là. Il était où l'unlock? Ah, je peux plus voir chez eux. Faut se connecter maintenant. C'est nouveau. Ça vient d'arriver, ça. Alors, DYDX. Je vais sûrement pouvoir le voir ici. Non. On va aller sur CoinGecko. CoinGecko, les boss. Alors. Est-ce que je peux voir un petit tips langue? Et est-ce que mon tips va marcher? TokenMix. Parce que si je dis pas de bêtises, quand on se met en français, on le voit pas. Et je n'ai pas le... Eh ben, on va aller sur... On va tous les faire. On va tous les faire. Sinon, je peux tout simplement aller sur DYDX dans leur white paper, logiquement. Token unlock. DYDX. Ah non, il me l'affiche pas ici. Est-ce que je peux? Ici, ok. Ok. Ok, alors. Le gros... Ouais, c'était ici. C'était... 28 décembre. C'était vers novembre. Ouais, bah c'était ici. C'était bien ici. Bon, j'avais pas besoin d'aller le chercher aussi loin. Mais bon, ça a fait pression à la baisse, hein, c'est normal, quand vous avez des gros unlocks, bah vous avez une pression à la baisse. Maintenant, je pense que, enfin, quand je vois comme ça, la chart résiste plutôt bien. Après, on a quand même ici fait une grosse pattern de retournement. Ici, on a fait une grosse accumulation de faible amplitude. Honnêtement, pour moi, on est ici dans des phases de bottom. La confirmation ultime, franchement, sur DYDX, on break ce niveau-là en monthly, on a une grosse pattern de retournement mensuel, trimestriel. On a une pattern de retournement trimestriel. C'est pas tous les jours qu'on a ça sur le marché crypto. Et si on a cette pattern de retournement trimestriel, honnêtement, voyez ça comme un bottom long terme définitif. Et là maintenant, on pourrait aller rechercher des targets comme les 0,382, la zone de rechargement de short, ça serait des targets tout à fait réalistes. En tout cas, on est dans une grosse phase d'accumulation. C'est une charte pareille qui ressemble un peu à la Chainlink. On est bloqué dans un range depuis, ça va faire presque 2 ans. Ok, quand on sort d'une grosse phase de range comme ça, c'est un bottom définitif. En général, c'est une grosse tendance haussière qui se met en place. Ethereum classique, c'est un projet où honnêtement je ne suis pas du tout investisseur dessus et ça ne m'intéresse pas. Pour information, Ethereum classique a été créé parce que Ethereum de base, non, juste Ethereum, parce que ETC c'est la chaîne originelle. En fait, Ethereum a subi un hack, donc il y a eu un fork pour revenir en arrière et rembourser les utilisateurs. Et du coup, Ethereum classique c'est la chaîne originale. Il y a aucune mise à jour sur ETC. On est toujours en proof of work, alors que sur Ether on est passé en Ether 2.0, on est passé en Proof of Stake. Ici, on est toujours en Proof of Work. Maintenant, c'est pas très sécurisé, parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas énormément de puissance de calcul sur cette blockchain. Maintenant, d'un point de vue technique, ça reste intéressant, puisque ici, on a première pattern de retournement, on en a une plus grosse ici. Hop, on a break. Ok, et ouais, on a des tentatives, on se retourne ici, on est dans une phase de tendance haussière en weekly, avec ici des creux et des sommets de plus en plus haut, donc la charte est assez intéressante. Maintenant, voilà, comme je dis, d'un point de vue fonda, pas grand chose, hein. C'est pas le
le meilleur projet selon moi. Maintenant, d'un point de vue retracement, ça, si on a un bull market, aller chercher les 75 centimes de dollars, c'est une target tout à fait réaliste. Maintenant, on a quand même fait une sacrée performance en 2021, je me rappelle, et on avait tellement performé une journée qu'il y avait un écart énorme entre certains exchanges. Je crois que c'était ici. L'écart était énorme de peut-être 10 dollars. 5-10 dollars, et c'est énorme, 5-10 dollars quand vous avez un token à 30-40 dollars. Je crois que c'était ici. Entre Binance et, par exemple, Binance et Coinbase, il y avait 5-10 dollars d'écart. Voilà. Il y avait de quoi faire de l'arbitrage. Le réseau, il était saturé. Et c'est vrai que c'est un projet qui a énormément pump. Maintenant, voilà, on est dans une grosse phase d'accumulation. On était dans cette phase de sommet de plus en plus bas. Là, on rentre dans une phase de range, de latéralisation, et c'est le meilleur moment pour s'intéresser en général aux altcoins. C'est dans ces phases-là qu'on cherche à se positionner, pas quand on est ici. Ici, c'est le pire endroit pour se positionner. Et si on fait la même chose, je ne connais pas la suite, mais si on fait quelque chose comme ça, pour se positionner une nouvelle fois, on fera la même chose. On tracera un Fibonacci, comme ici. La plupart des gens, qu'on était à 170 dollars, jamais ils se seraient dit qu'on allait retracer à 14 dollars. D'accord? Mais voilà, personne ne peut le savoir. La meilleure chose, c'est de prendre un Fibo, de tracer. Vous mettez vos 0,886 carrément, et voilà, vous pouvez vous dire, ok, 0,886, en général, c'est une phase où on a des chances de bottom, et on a même été plus bas. On est revenu chercher cette ligne de coup, cette grosse phase d'accumulation. Hop, ici. Voilà, c'est tout simplement une très bonne zone ici pour chercher à se positionner, et voilà, par la suite, on pourra faire la même chose, avoir une nouvelle tendance haussière, et voilà, le marché fonctionne par cycle. Alors je sais pas où on s'arrêtera, ça se trouve on s'arrêtera beaucoup plus bas, on fera pas de nouvelle ATH, j'en ai aucune idée, mais ça sera pas qu'on fera un x5, x6, voire plus, qu'on devra commencer à se positionner. Ok. Voilà pour Ethereum classique. AV, on est pareil dans le même cas que DYDX, énormément de charts, c'est ici, on est toujours dans cette phase de range. Ok, on n'arrive pas à break, on voit que on a des tentatives de break de ce haut de range. Maintenant, on n'a pas des rejets violents. Pour le moment, on attaque cette zone de résistance, donc on crée quand même pas mal de liquidité au-dessus, mais pour le moment, on n'a pas un break. Vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est pas un break. On veut pas avoir ça, parce qu'ici on a une tentative de break, et au final on ravale 50% de l'impulsion. Donc on a une mèche qui représente 50% de la bougie, enfin de la bougie plus de la mèche, c'est pas ce qu'on veut. Ça nous montre que des vendeurs se sont réveillés. Et on voit que au-dessus des 111 dollars, on tape, on a du mal de passer ici. C'est fortement défendu, et dès qu'on y va, vous voyez hop, structure de retournement, ce qui nous montre au-dessus des 111 dollars, c'est une zone qui est bien défendue par les vendeurs. Donc pour le moment, pas de signaux de retournement. Maintenant, comment on se positionne dans ce genre de configuration? Alors il y a ceux qui vont se dire, ok, Ivy c'est un projet qui est incroyable. Alors j'ai pas plus d'historique avant, mais bref, admettons, on se dit que ça a été à 0 $, enfin que le plus bas c'est 0 $, comme ça c'est plus simple. Hop, quelqu'un qui se dit Ivy c'est incroyable, globalement il cherche à en accumuler aux alentours des 0,886. Donc il s'en fout que le prix il oscille entre ces bornes, il se dit ok, moi je suis investisseur professionnel, je ne me place pas quand on a fait une telle performance et qu'on a fait ici un x10, x15, non, j'attends qu'on a un retracement, dès qu'on vient chercher les 0,586, je commence à en accumuler. Ça c'est la personne qui a confiance en le projet, il a pas besoin d'avoir des patterns de retournement, il s'en fiche de immobiliser son capital pendant 2 ans, parce que la personne qui commence à faire ça ici, elle immobilise son capital pendant 2 ans. Cette personne-là se dit ok, je crois au projet, je crois en Ivy qui fera un nouvel ATH et qui performera sur le marché des cryptos, et je me positionne dans une bonne zone de localisation, mais j'ai des convictions d'un point de vue fondat. Il y a la personne qui va se dire ok, bon, c'est un projet intéressant, mais je préfère avoir une phase de latéralisation, parce que ici, quand on arrive sur les 0,186, ici, on ne sait pas si on va faire ça, ou si on va rentrer dans cette phase de latéralisation, on n'en a aucune idée. Donc il y a la personne qui va dire ok, moi j'attends qu'on arrive dans une phase de latéralisation, et si je commence à voir quelques creux qui sont défendus, je commencerai à rentrer en position. L'avantage c'est que ça permet de ne pas immobiliser du capital, et en général je conseille de mettre le tunnel daily et d'attendre de le break. Donc voilà, on a ici des premiers signaux de retournement qui nous montrent comme quoi on essaye de break ce tunnel daily, et ça nous permet de nous positionner sans immobiliser notre capital pendant un long moment. Ça, c'est la personne qui va préférer patienter et se positionner quand le marché latéralise, qu'on a tout simplement une phase d'accumulation potentielle. Et la personne qui veut vraiment assurer, qui n'a peut-être pas de conviction d'un point de vue fondamental, mais se dit d'un point de vue technique c'est intéressant, c'est celle qui va attendre le retournement, qu'on break notre range par le haut, et qu'on a ici une pattern d'accumulation, une pattern de retournement qui est validée. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle n'a pas le prix le plus bas,
d'accord. Voilà, on est sur un x2 entre le bas du range et la cassure, mais l'avantage c'est qu'elle n'a pas immobilisé l'entièreté de son capital pendant 2 ans et qu'elle va pouvoir se positionner dans une phase haussière, tout simplement. Voilà, donc ça c'est avantage, inconvénient, ça dépend surtout de votre profil. Et voilà, actuellement ici, si on break le niveau des 115 $, avec une vraie bougie haussière, un vrai break, on aura ici des probabilités d'être sur un bottom définitif. Sei. Alors Sei, compliqué de se positionner. Sei, c'est une blockchain qui est développée sur le Cosmos SDK, et Tendermint, c'est un layer 1 qui est spécialisé dans le trading. En fait, ils veulent être la blockchain la plus rapide du monde, dans le but leur but c'est de créer des DEX, donc des échanges décentralisés très performants. Leur vision c'est vraiment pour trader, les DEX c'est pas, il y a pas assez de liquidité, c'est pas assez rapide, c'est compliqué, et leur but c'est tout simplement d'être la blockchain la plus rapide du monde pour tout simplement permettre aux utilisateurs d'avoir une meilleure expérience d'un point de vue trading de manière décentralisée. Maintenant d'un point de vue technique, compliqué de rentrer là-dessus, hein, vous vous en doutez après ce que je vous ai dit, comment je vous apprends à vous positionner, c'est compliqué de rentrer là-dessus après une telle performance, parce que d'un point de vue risk-reward, alors quand je dis c'est compliqué, je dis pas que on va se retourner et on va faire ça, j'en ai aucune idée, je dis juste que on rentre pas dans une phase de verticalité comme ça, c'est trop tard pour se positionner et on attend que le marché corrige, qu'on revient chercher des zones de retracement intéressantes. Et là si je regarde, classique, notre retour sur les 0,382, notre premier arrêt pour avoir un prolongement de notre tendance. Maintenant l'idéal ça serait, alors là quelqu'un qui veut se positionner, ce qu'il aimerait ça soit déjà une réintégration de ce niveau-là. Si on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances de venir prendre la liquidité ici, et voilà, il cherchera à se positionner sur les 0,118 ou également les 0,5 de retracement. Et si on connaît un bottom beaucoup plus bas, cette zone-là entre les 0,786 et 0,186, c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant ici, oui, c'est compliqué de se positionner, moi en tout cas je pourrais pas, et comme je vous l'ai dit, le train est parti, et voilà, il y a d'autres trains qui ne sont pas encore partis, comme AEV, et voilà, je préfère me concentrer sur ce genre de projet que des Sei qui ont déjà fait des performances hallucinantes. Alors je dis pas que c'est le top, je dis juste que potentiellement c'est trop tard et c'est compliqué de se positionner maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de dire ce que j'avais envie de dire et ce que j'avais sous les yeux. Donc voilà, on a vu RNDR, c'est trop tard, compliqué de se positionner. GRT, d'un point de vue technique, on attend le break et le pullback, mais d'un point de vue fondamental, tokenomics, ça m'intéresse pas plus que ça. Oration, d'un point de vue fonda, ça peut être intéressant à creuser, parce que le lien intelligence artificielle Oracle, ça peut être intéressant. D'un point de vue technique, il faudra attendre le break de ce niveau-là, ou alors avoir une correction et revenir chercher le bad range. Maintenant, on a vu la tokenomics, c'était un peu bancal, hein, donc à creuser aussi de ce côté-là. Pit Network, projet aussi intéressant dans le monde des oracles, donc très peu de concurrence, mais voilà, ça dépend si vous voulez vous positionner d'un point de vue technique, c'est cette zone-là que je chercherai à me positionner, mais ça reste un projet très intéressant selon moi. DYDX, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est l'une des charts selon moi qui peut être les plus bullish si on break d'un point de vue monthly, les 3,7 $. Ethereum classique, projet pour moi où je ne serais pas investisseur dessus, mais pareil d'un point de vue technique on est en train de break des niveaux, donc on voit que les altcoins ils veulent casser, hein, ils veulent break, ils veulent instaurer leur altcoin season. AEV c'est pareil, on attend le gros break de notre range, et Sei c'est trop tard selon moi pour se positionner. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous rappelle, Total 3, c'est la chart que je regarde le plus en ce moment, et les alts bouillonnent. Ça fait un moment que je vous le dis. Je vais pas vous le cacher, hein, je vous dis tout ce que je pense. Ça fait un moment que je vous le dis, ici je vous l'ai dit, parce qu'on était sur résistance, ici je vous l'ai dit, et ici je vous l'ai dit, et si on va chercher les 60%, je vous le dirai également, parce que actuellement je me positionne plus sur les alts que le Bitcoin, même si c'est le Bitcoin qui lead le marché, pour moi le Bitcoin c'est trop tard pour du long terme, donc c'est les alts qui m'intéressent le plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les alts que vous voulez que j'analyse pour le prochain épisode, si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses que j'ai dit d'un point de vue fonda, tokenomics, qui étaient fausses ou autres, ça peut m'arriver, hein, l'erreur est humaine, d'accord, n'hésitez pas à me corriger et me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.